Et c'est très gentiment qu'il reste pour la soirée. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, commençons avec vous, David. Là. Donc, manipulation de l'information, comment... La photo est manipulée déjà. Alors, je pense que ici, si on regarde les LinkedIn de tout le monde, on va avoir des surprises. On est tous très beaux, très jeunes et très dynamiques et pas fatigués du tout. C'est un effet extraordinaire. En fait, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand même, le meilleur anti-rides et l'un des moins chers, ça s'appelle Photoshop, comme chacun le sait. Donc, alors, David, vous êtes professeur agrégé d'histoire à l'IEP de Paris, membre du département d'histoire et chercheur au centre d'histoire de Sciences Po. Vous avez fait votre carrière à Sciences Po et vous êtes toujours à Sciences Po. Membre de l'administration de Sciences Po depuis 2003. Vous occupez de la préparation aux agrégations d'histoire et de géographie, donc on le sait, puisque, alors je peux le dire, hein, oui, il s'avère que le fils d'Olivier de Lagarde, donc notre second intervenant, est en train de préparer la grègue avec David. Donc, le monde est petit. En fait, vous savez, les événements DG Consultants, c'est pour faire du networking. Les maîtres du networking, donc à tous les niveaux. De la grecque. Et vous dirigez également une collection de manuels scolaires aux éditions Belin. Alors, moi, pourquoi je vous ai proposé de venir, et j'étais super contente que vous soyez disponible. Bon, je vous ai entendu, j'ai lu quelques articles, notamment sur votre dernier ouvrage, que je vous conseille, Les Maîtres de la manipulation. C'est passionnant. C'est passionnant, c'est en fait 20 personnes, vous avez pris 20 personnes qui sont pour vous des images de la manipulation et de la propagande, de la manipulation de masse et de la propagande. Et donc, quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je le fasse venir sur Finaki, parce que, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes tous, alors vous allez mieux dire que moi, plus ou moins manipulés, nous sommes tous confrontés à des fake news, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes tous confrontés à la désinformation, peut-être à une surinformation, hein, on parle d'une information obèse, donc je me suis dit, voilà, c'est un public qui va être réceptif, c'est un public qui va s'intéresser, et ça tombe encore mieux, ça, David, je vais vous laisser la parole, c'est que, vous m'avez dit, moi c'est un plaisir pour un chercheur de parler devant des experts du numérique, des experts de la technologie, parce que c'est vrai qu'il y a des informations, mais il y a aussi tout le côté numérique derrière, qui est très très important et qui est de plus en plus important. Alors, je vais m'asseoir à côté de vous, parce qu'on va se parler quand même pendant un certain temps, et puis je vais vous laisser la parole. Peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça fait longtemps que vous vous intéressez à ces sujets de manipulation et de propagande. Qu'est-ce qui vous a amené aussi à vous intéresser très, très tôt à ces sujets? En réalité, je suis historien de formation, vous l'avez rappelé. J'ai enseigné l'histoire des médias, je continue de le faire, l'histoire de la communication, l'histoire de l'image, l'histoire des relations publiques à Sciences Po, aussi bien en premier cycle qu'en master à l'école du management et de l'innovation. Et il s'est produit quelque chose dans ma vie, la naissance d'un enfant, à qui j'ai dû donner le biberon de nuit. Et je mettais CNN pour m'occuper, et on était au printemps 2016, et j'ai assisté à quelque chose de tout à fait sidérant, ces élections, les élections primaires, puis les élections générales, entre-temps le Brexit. Il se produisait quelque chose que je ne comprenais pas, et j'ai voulu comprendre. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, je ne suis pas sûr d'avoir encore tout à fait compris, ou tout compris, mais je m'efforce non seulement de comprendre, mais d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, je crois que nous avons là un symptôme de bouleversement majeur de notre univers informationnel, qui ne sont pas sans conséquences sur le devenir même de nos démocraties. Et ce que vous dites, c'est que, bien sûr, la propagande, elle a toujours existé. Alors, propagande, je ne sais pas pour vous, moi, propagande, quand je pense à ce mot-là, c'est une question de génération, ça me fait penser à la propagande notamment de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, et vous le verrez dans le livre, si vous le lisez, et on va en parler un petit peu tout à l'heure, ça ne remonte pas à la Seconde Guerre mondiale, ça remonte bien avant, bien sûr. Bon, en même temps, vous dites clairement, attention, la propagande, c'est pas un mal en soi, il faut voir où est le concept.
Mais c'est vrai que ça a pris un nouveau visage, un nouveau tournant. Alors 2016, oui, c'est une année, mais c'est peut-être la résultante de tout ce qui s'est passé 15 ans ou 20 ans avant. En réalité, la propagande désigne toute stratégie de communication de masse qui vise à agir sur les conduites des individus, à influencer leur conduite. Et elle a toujours existé, depuis l'Antiquité grecque, la rhétorique était une forme de propagande. Mais la propagande de masse est née lorsque les masses ont commencé à jouer un rôle dans la vie politique, économique, sociale, culturelle. Et elles l'ont fait aussi bien dans les régimes démocratiques que dans les régimes autoritaires. Seulement dans les régimes autoritaires, le principe est d'orienter les conduites par la contrainte, par la terreur. Et le rôle de la propagande est de relayer cette terreur pour dissuader les opposants de s'exprimer et de ne pas laisser un espace public critique se créer. Tandis qu'en démocratie, c'est tout le contraire. Agir sur les conduites des masses, cela doit nous conduire à les influencer de façon non contraignante, par la persuasion douce, par des techniques qui sont des techniques, pour certaines, millénaires, mais qui ont été renouvelées au XXe siècle, notamment par ces personnages dont je parle dans ce livre, ces maîtres de la manipulation, qui se sont donnés pour métier d'agir sur les conduites de millions d'individus, qu'ils soient spin doctors, spécialistes des relations publiques, conseillers en communication, cinéastes, propriétaires de chaînes de télévision. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on retrouve dans votre ouvrage, parmi les 20 personnages, bon, on a des sinistres personnes comme Goebbels, et encore, là aussi, Goebbels n'a pas eu le succès qu'on pense souvent, mais on retrouve Walt Disney, Frank Capra, bon, après Steve Bannon et Mark Zuckerberg, des personnages. Bon, alors Walt Disney, on savait que c'était pas forcément. Il était très conservateur, mais Frank Capra, bah, moi j'ai appris que c'était un maître de la manipulation grâce à ses films de propagande pour l'armée américaine. En réalité, les États-Unis sont le foyer de l'art de la persuasion moderne, dans la mesure où les États-Unis sont la première démocratie, le premier marché au XXe siècle, premier marché économique, première puissance financière, un pays qui se veut influent dans le monde, et cela a conduit très tôt au développement d'un certain nombre de métiers, de professions, de secteurs professionnels, tout entiers voués à l'influence sur les conduites des individus, qu'il s'agisse du cadre publicitaire ou du cadre politique. De sorte que la plupart des personnages de mon livre sont américains. Vous l'avez dit, certains sont des personnages horribles, d'autres sont des personnages extraordinairement sympathiques. Je veux dire que parmi les 20, Richard Thaler, prix Nobel d'économie et inventeur du nudge, me paraît extraordinairement sympathique et drôle. B.J. Fogg, l'inventeur de la technologie persuasive, le premier homme au monde à avoir eu l'idée de marier Aristote et un ordinateur, me paraît extraordinairement sympathique aussi, même si bien évidemment, le propre d'une technologie de persuasion, c'est de servir les intérêts et les finalités qui lui sont assignées par le commanditaire. De sorte que l'on peut, avec la persuasion, avec la propagande et même avec la manipulation, c'est-à-dire le fait de persuader à l'insu de la personne concernée, on peut faire le bien comme on peut faire le mal. On peut manipuler son entourage pour dissuader quelqu'un de fumer ou l'encourager à maigrir. On peut également, bien évidemment, l'orienter vers des théories du complot et le dissocier de la réalité. Oui, mais alors, ce qui est troublant, et ce que vous rappelez dans votre livre, c'est que la manipulation n'appartient pas aux dictatures. Et là, vous l'avez cité, les principaux personnages de votre livre, sur les 20, 17 sont américains ou anglais, mais fortement influencés par les États-Unis. On voit parfois que les États-Unis sont un peu considérés comme l'axe du bien par rapport à d'autres qui seraient l'axe du mal. Je n'ai plus conditionnel, hein, je ne me permettrai pas d'avoir une position, mais c'est vrai que, et en fait, les États-Unis sont passés maîtres dans l'art de la manipulation de masse, de la propagande. Ils ont quasiment tout inventé, même si certains ont repris les travaux de Freud et des grands psychanalystes de la fin du 19e et du 20e siècle. Et nous, aujourd'hui, quand on passe... Enfin, aujourd'hui, on en discutait justement ce midi, peut-être qu'avant le Brexit, Trump, etc., et les théories du complot qui sont développées, mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, manipulation de masse, propagande, on ne l'associait pas forcément exclusivement, enfin pas exclusivement, mais surtout aux États-Unis. Pensez à d'autres pays peut-être. Or, pas du tout. Vous savez,
le point de départ de la propagande de masse aux États-Unis, c'est la Première Guerre mondiale. Lorsque le président Wilson, qui avait promis de tenir les États-Unis à l'écart de ce conflit, a décidé d'engager les États-Unis dans la guerre, et qu'il s'est trouvé confronté à une opinion publique extraordinairement réticente. Bon nombre d'Américains venaient tout juste d'immigrer d'Europe centrale, d'Allemagne, donc ils n'étaient pas tout à fait disposés à aller tuer leurs cousins. Bon. Cela a conduit Wilson à créer l'équivalent d'un ministère de la propagande, sous l'autorité d'un journaliste qui était un de ses conseillers, George Creel, qui a mis en œuvre la plus grande campagne de propagande jamais mise en œuvre jusqu'alors à destination de la population américaine, pour persuader cette population du bien fondé de la guerre, convaincre des jeunes gens de 18 ou 19 ans de s'engager pour aller combattre à des milliers de kilomètres, persuader les gens plus âgés de verser de l'argent pour financer la guerre, et plus largement diffuser un état d'esprit belliciste au sein de la population. C'est une caractéristique de la démocratie moderne, que le contraste entre le rôle éminent des élites, qui est de conduire les destinées d'un pays, parce qu'ils sont experts, parce qu'ils ont le savoir, et la nécessité de tenir compte des aspirations populaires, car nous sommes en démocratie. Et lorsque l'on ne veut pas suivre l'opinion populaire lorsqu'elle va dans le mauvais sens, il faut recourir à des outils modernes pour conduire l'opinion populaire à devancer en quelque sorte les attentes des gouvernants et des dirigeants. Oui, et alors comme vous le rappelez, en fait, donc ces manipulateurs, mettons quand même peut-être des guillemets, même si vous en mettez pas, ont toujours utilisé finalement les médias les plus en vue, donc la radio, la télévision, puisque en fait les Américains ont inventé la publicité politique via la télévision, et vous le rappelez, avant Kennedy, et après l'Internet, avec le vrai virage. En fait, c'est aux États-Unis que la persuasion est devenue une science appliquée, c'est-à-dire une science qui vise un certain nombre d'objectifs pratiques, faire voter, cliquer sur un lien aujourd'hui, ou pas cliquer. Et pour atteindre cet objectif pratique, les ingénieurs du consentement ou les ingénieurs de la manipulation ont mis au point des techniques qui s'inspiraient de ces principes scientifiques. À chaque fois qu'une innovation intervenait, la question qui se posait immédiatement, c'est quel usage propagandiste on peut faire de cette innovation. La radio, la télévision, Internet, les réseaux sociaux, rien n'échappe, le métaverse, aujourd'hui, rien n'échappe à cette tentation d'en tirer un bénéfice pour agir sur les conduites des individus. Mais, vous parlez du bouleversement d'Internet. J'ai écrit ce livre pour aider le plus grand nombre de personnes à réaliser le grand bouleversement représenté par Internet depuis 20 ans. Ce bouleversement tient au fait que les données disponibles sur les internautes, les usagers, les utilisateurs, permettent désormais de concrétiser certains des rêves les plus fous des grands ingénieurs du comportement humain du XXe siècle. Je pense au behavioriste Burrus Frederick Skinner, je pense plus près de nous à Alex Pentland qui a créé au MIT le Media Lab et qui a inventé une nouvelle science qui est une science du comportement humain qui repose sur l'idée que l'on peut en quelque sorte mathématiser le comportement humain. Mais Pentland, lorsqu'il a inventé sa physique sociale, se heurtait à une difficulté. Les données disponibles en 2002 ne permettaient pas encore de modéliser suffisamment précisément les comportements humains et surtout ne donnaient aucune vue sur les relations, les interactions entre les humains. Et puis en 2007, Mark Zuckerberg a décidé de monétiser Facebook. Il a recruté Sheryl Sandberg, qui vient d'annoncer son départ de Meta. Et lorsqu'il a décidé de monétiser Facebook, il l'a fait en créant ce qu'il a appelé le graphe social, consistant à enregistrer les données sociales des utilisateurs de Facebook, à les modéliser et à mettre cette connaissance
au service d'une action sur les conduites des utilisateurs de Facebook à travers les outils de micro-ciblage publicitaire qui reposaient sur une architecture d'analyse prédictive, non seulement des comportements, mais des attitudes, des conduites, une analyse prédictive des émotions, plus tard une analyse prédictive de la psychologie, et c'est à mon sens ce qui a bouleversé complètement l'impact du numérique sur les sociétés. Oui, vous écrivez d'ailleurs, Mark Zuckerberg conçoit ainsi avec Facebook le plus grand outil de manipulation de masse de l'histoire. Et en conscience, sciemment. Mark Zuckerberg était étudiant en psychologie à Harvard, sa mère est psychiatre, il s'est entouré aussi bien d'ingénieurs que de psychologues, d'anthropologues. Vous savez que la plupart des anthropologues aux États-Unis sont employés par les sociétés de la tech. Il y en a davantage dans la Silicon Valley qu'il y en a dans les universités. Les psychologues sociaux sont très recherchés, parce que Facebook a une particularité extraordinaire par rapport à Google, qui a inventé le capitalisme de surveillance, qui a inventé l'analyse prédictive, qui a inventé le micro-ciblage publicitaire en 2001, c'est que Google génère des données sur un état de santé. Vous tapez un symptôme pour savoir si vous allez mourir dans les 2 heures qui viennent. Google nous apprend quels sont nos désirs, ce que l'on veut acheter, ce que l'on veut devenir. Mais quand vous googlez un nom, Google ne peut pas savoir si vous googlez ce nom parce que vous avez envie de prendre un verre avec cette personne, de la recruter, de la virer, ou simplement parce que vous l'enviez. Tandis que Facebook est un microscope, je dirais même un macroscope, des relations humaines, des interactions humaines. Et pas seulement sur la base d'une approche inductive, consistant à inférer des probabilités sur la base des données disponibles, mais aussi sur la base d'une approche déductive. Vous avez une théorie, vous la testez sur les utilisateurs. Et le nombre de tests réalisés sur les utilisateurs est absolument extraordinaire. On est bien au-delà de l'A/B testing classique. On est dans l'expérimentation de toutes les grandes théories de psychologie sociale du XXe siècle. En temps réel et en accéléré. En temps réel et en accéléré. Lors du déjeuner, je vous racontais David Ogilvy, qui a, pour ainsi dire, inventé l'A/B testing. Donc dans les années 50. Dans les années 50. Lorsque David Ogilvy pratiquait l'A/B testing, ça concernait quelques milliers de personnes dans un panel. Il avait un panel de 5000 personnes. Et ensuite, il lui fallait 5 semaines pour faire remonter les données, pour les traiter, pour les exploiter. Donc entre le moment où il a lancé l'enquête, la requête, et le moment où il a le résultat, eh bien il s'est passé des choses. Alors que les résultats obtenus par Meta sont des résultats pratiquement instantanés. Et alors justement, puisque autour de Facebook, tout à l'heure vous avez rappelé l'importance des élections américaines, du Brexit, mais surtout, si on prend Facebook, Cambridge Analytica, ça vous a marqué parce que vous en parlez souvent, hein, dans vos propos, c'est là aussi un tournant dans le tournant. Le tournant dans le tournant. Alors, tournant dans le tournant, bon après, on tourne beaucoup, mais. Cambridge Analytica a dupliqué, grâce à Michal Kosinski de Cambridge, chercheur de Cambridge, a dupliqué un brevet de Facebook d'analyse prédictive de la psychologie, enfin, de la personnalité des utilisateurs. Donc ils ont testé, ils l'ont appliqué, ils ont vu que ça marchait. Vous prenez un modèle que l'on appelle le modèle Ocean, de 5 traits de personnalité classiques, et vous attribuez une note de 1 à 100 à chacun de ces traits de personnalité, et vous caractérisez la personnalité des électeurs en l'occurrence. Mais Steve Bannon, qui est à l'origine de Cambridge Analytica, est allé plus loin. Il a demandé à Christopher Wiley, qui est le lanceur d'alerte, qui a publié un livre absolument extraordinaire, Mindfuck, qui raconte son histoire au sein de Cambridge Analytica. C'était traduit en français, publié chez Grasset en 2020. Il raconte que ce qui lui était demandé, c'était d'identifier des traits de personnalité qui rendaient les gens particulièrement sensibles aux théories du complot, enclins à s'engager et mus par la colère et la violence. C'était dans le modèle Ocean des gens qui avaient une note très élevée en neuroticisme, donc des gens vraiment
anxieux, névrosés, un peu, aux États-Unis, le mode un peu surarmé, quoi. Et ensuite, des gens qui appartiennent à ce que l'on appelle la sombre triade, c'est-à-dire partageant 3 traits de personnalité extraordinairement rares dans la population générale, des gens qui sont à la fois narcissiques, machiavéliens et psychopathes. Bon. Mais il n'y en a pas dans la salle. Toute ressemblance avec des personnages existants, avec des présidents américains, et il n'y en a pas dans la salle. Il n'y en a pas dans la salle. Statistiquement, il n'y a aucune chance qu'il y en ait dans la salle. En revanche, à l'échelle des 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, vous en avez des centaines de milliers. Vous en avez des centaines de milliers que Christopher Wylie identifiait par une analyse prédictive, prédisait la probabilité pour que ces gens correspondent au profil recherché, utilisait les outils publicitaires de Facebook pour identifier ceux qui ressemblaient au profil qu'il recherchait, créait un groupe Facebook, poussait des publicités sur les gens qui étaient ciblés pour qu'ils rejoignent le groupe. Quand ils étaient dans le groupe Facebook, il leur balançait toutes les publicités qui avaient été conçues en fonction de leur profil psychographique pour susciter de la colère et de l'engagement, puis proposer un événement en in real life, dans la vie réelle, et on les retrouve dans les rues de Houston, on les retrouve dans les rues de Washington DC, qui envahissent le Capitole. Qui envahissent le Capitole. Et c'est un phénomène qui est particulièrement inquiétant parce qu'il est invisible. Vous ne pouvez pas le voir. Ce sont des dark ads, des publicités qui ne sont vues que par leur destinataire, qui s'effacent une fois qu'elles ont été vues et que l'effet a été produit. Le plus souvent, il s'agit d'encourager le destinataire à cliquer sur un lien. Et les instituts de sondage, par exemple, sont passés totalement à côté du Brexit, du vote pour le Brexit, parce que ce vote pour le Brexit avait été poussé par Cambridge Analytica, sa filiale Aggregate IQ, Dominic Cummings, Steve Bannon, là encore, dans l'ombre de Facebook, avec, selon le témoignage de Cummings, des milliards de publicités micro-ciblées qui ont été destinées à des électeurs inscrits sur les listes électorales, mais n'ayant jamais voté, dont les traits que j'ai décrits ont été identifiés et qui ont été poussés à exprimer leur colère par un vote protestataire. Et alors, est-ce que le mouvement a semblé s'accélérer? On a eu le Brexit, après il y a eu la crise sanitaire, avec le Covid. Je me disais ce midi, moi ce qui m'avait étonné, c'est que d'abord on a eu une montée en puissance du complotisme, enfin des théories du complot pendant le Covid, et notamment de la part de personnes que l'on pourrait penser, alors c'est peut-être un prisme, mais qui sont éduqués, qui ont diplômés. Donc en fait la théorie du complot, elle concerne tout le monde, que l'on soit, qu'on soit dans n'importe quelle situation. Est-ce que ça, c'est nouveau? Est-ce que... C'est quelque chose que nous n'avons jamais connu. Enfin, on n'a jamais rien connu de comparable à Facebook. Un tel macroscope des relations humaines, capable, qui influence l'information à laquelle nous accédons, qui peut agir sur les élections. Il y a cette expérience qui a été menée par un collègue journaliste, il en a fait un documentaire extraordinaire. Facebook a testé sa propre capacité à influencer la participation électorale. Et donc a publié 2 études qui montrent qu'avec un petit nudge, vous pouvez influencer la participation électorale tout simplement en rappelant aux gens qu'il y a des élections. Si je vous rappelle qu'il y a des élections dimanche, j'augmente la probabilité pour que vous votiez dimanche. C'est tout simple, c'est l'effet d'exposition. Maintenant, qu'est-ce qui interdit à Facebook de choisir celles et ceux à qui ces publicités sont présentées? Rien. Et de ce point de vue-là, l'étude qui a été réalisée à propos de ces élections par Thomas Huchon, pour le citer, montre que vous avez ce nudge qui n'a pas été montré à certaines populations. Bon, par exemple, les gilets jaunes avaient peu de chances de se voir encouragés à aller voter. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce qui est caractéristique de l'univers informationnel dans lequel nous évoluons, c'est qu'il est tout entier mu par le modèle économique des grandes plateformes numériques américaines, qui est un modèle économique qui repose sur les recettes publicitaires. Et non seulement ce modèle économique est ce qu'il est,
Mais l'architecture même de ce système repose sur des outils d'apprentissage profond qui suivent la logique du renforcement. Autrement dit, ce qui est assigné aux systèmes algorithmiques, c'est un objectif de maximisation de la recette publicitaire. À charge pour les outils algorithmiques de procéder aux tests, aux analyses inductives, aux analyses déductives, au recours aussi à l'apprentissage profond pour détecter les émotions, etc., de sorte de maximiser ce profit. Et la réaction des ingénieurs de Facebook, c'est bien souvent de constater les dégâts lorsqu'ils se sont produits. Les dégâts, en l'occurrence, c'est que cela conduit les systèmes de Facebook à prioriser ce qui véhicule le plus d'engagement, de viralité, à savoir les théories du complot, les fausses informations, la désinformation, qui sont particulièrement maximisées depuis la mise en œuvre en 2018 de la nouvelle programmation du MSI, les Meaningful Social Interactions, qui survalorise les contenus haineux, parce qu'ils génèrent plus de revenus. Mais donc la finalité, on a bien compris, elle est économique. Alors elle a existé et là aussi dans votre livre, vous vous rappelez que, bien sûr, ça a commencé souvent par des besoins politiques, des présidents qui voulaient convaincre des jeunes gens d'aller se faire tuer en Europe en 1917. Mais il y a eu d'autres, il y a eu l'industrie du tabac qui voulait convaincre que le tabac n'était pas dangereux pour la santé. Donc des finalités économiques et assez... En fait, c'est la fragilité même de nos démocraties. Si nous cotisons pour organiser une campagne publicitaire contre Vladimir Poutine sur VKontakte, l'équivalent russe de Facebook, nous ne pourrons pas le faire. Si Vladimir Poutine veut organiser une campagne contre le président Macron ou pour Trump, il peut le faire. Il peut le faire. Et ce qui est absolument sidérant, c'est de constater que les mesures prises à la suite de la révélation du scandale Cambridge Analytica sont équivalentes à rien. Zéro. C'est-à-dire que les mesures qui ont été prises permettraient à Cambridge Analytica de faire ce que Cambridge Analytica a fait. Et permet aujourd'hui aux GRU, c'est-à-dire les services de renseignement militaire russes, de faire ce qu'ils savent très bien, c'est-à-dire semer la zizanie, encourager toutes les divisions, encourager la violence dans les sociétés occidentales, mais aussi diffuser les fausses informations, diffuser des théories du complot, soutenir les théories que vous évoquez à propos du Covid, les théories du complot à propos du Covid, avec une forme de paranoïa, parce qu'en Russie, bien évidemment, l'État russe encourage les Russes à se vacciner, en même temps que ses services de renseignement cherchent à décourager le plus possible les Occidentaux de le faire. Oui, alors, donc vous avez quand même pas mal tapé sur Facebook. Bon, il n'y a pas que Facebook, mais c'est quand même là le grand méchant dans l'histoire. On s'aperçoit quand même, et là vous pouvez peut-être citer l'exemple, finalement, nos gouvernements sont aussi des manipulateurs à leur façon. Oui. Alors, vous m'avez dit, de toute façon, quel que soit le bord politique. Je voudrais juste expliquer pourquoi Facebook est très important. Facebook est très important parce que Facebook a la capacité unique de modéliser les relations humaines, de modéliser les sociétés et d'agir à partir des modèles qui ont été réalisés. Parce que Facebook mesure en temps réel et en permanence l'efficacité de ces outils publicitaires par tous les moyens possibles. Et cette mesure conduit à un perfectionnement constant de ces outils publicitaires. Et seul Facebook a cette capacité d'établir avec précision ce qui persuade. Et en l'occurrence, si les MSI ont été mis en place en 2018, c'est parce que Mark Zuckerberg a acquis la conviction que rien n'était plus persuasif que la recommandation de quelqu'un de proche, quelqu'un qui fait sens pour nous. Et c'est précisément ce qui conduit cette diffusion extrêmement rapide de théories du complot. Si vous voyez un journal diffuser une théorie du complot, vous n'allez pas y croire, mais si votre mère, votre cousin, votre tante, votre sœur le fait, vous le regardez différemment. Et donc, oui, alors après, mon autre question, ça sera comment on fait pour s'en prémunir. Est-ce qu'il faut se couper complètement de Facebook? Mais je ne suis pas sûre que ce soit la seule solution. La grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés,
c'est que, à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays, une plateforme comme Facebook n'est pas assujettie au pouvoir politique. En Russie, en 2012, Vekonte avait été accusé par Vladimir Poutine d'avoir encouragé les manifestations à la suite des élections législatives de décembre 2011. Le résultat, c'est qu'il a mis une pression extraordinaire sur les propriétaires pour qu'ils vendent à un oligarque proche de Poutine, de sorte que la question est réglée. Mark Zuckerberg n'est proche de personne d'autre que lui-même. Il considère que le pouvoir lui est en quelque sorte, le pouvoir politique, lui est assujetti dans la mesure où le pouvoir politique n'est rien en comparaison du pouvoir qui est le sien. Parce qu'il considère, à la manière de Laurence Lessig dans cette phrase célèbre, que le code fait la loi. Le code est universel, il est immédiat, il produit des effets irréversibles, et si il se heurte à des obstacles réglementaires, eh bien il les surmonte. Il peut tricher, comme l'a fait Travalnik pour Uber, comme c'est rappelé récemment dans cette série à partir Super Pumped, qui est diffusée sur Canal+. Autrement dit, les systèmes réglementaires ne sont peut-être pas suffisants. Pour ma part, je suis assez pessimiste quant à notre capacité à travers le DSA, le DMA, à travers l'AI Act, à l'échelle européenne, à contenir ces géants numériques américains. Notamment parce qu'on est très en décalage par rapport à la réalité. Si on considère la problématique des données personnelles, vous regardez ce que faisait Cambridge Analytica il y a 5 ans. Il n'avait pas besoin de données personnelles. 3 jeux de données, de métadonnées non personnelles, croisés, recoupés, permettaient d'identifier un individu à tel étage d'un immeuble, à tel endroit. On peut savoir qui a une forte probabilité d'avoir un diabète dans l'immeuble. Donc, les logiques qui sont les nôtres sont d'emblée vouées à l'échec. Puis, in fine, vous infligez 10% de chiffre d'affaires de sanctions en cas de violation d'un règlement européen. La bonne affaire. Dès lors que l'infraction génère plus de bénéfices que la sanction, les géants du numérique sont des agents rationnels. Un agent économique rationnel va suivre son intérêt est de commettre l'infraction. Bon. Donc, à un moment donné, je crois qu'il y a 2 solutions possibles. La première, c'est de responsabiliser, c'est-à-dire de considérer les dirigeants de ces entreprises comme pleinement responsables, quand par exemple Meta a eu connaissance de l'impact catastrophique d'Instagram sur la santé psychologique de ses utilisatrices adolescentes et que Mark Zuckerberg, ayant connaissance de l'impact délétère de cette application sur la psychologie des adolescentes, a décidé de ne rien faire, il devrait être traduit en justice et non pas devant un tribunal d'arbitrage. Ensuite, le livre sur Travis Kalanick et la série que je vous recommande si vous n'avez pas commencé à la regarder nous apprend une chose extraordinaire. C'est que le meilleur obstacle jusque-là à ce pouvoir démiurgique exercé à l'encontre des droits fondamentaux, à l'encontre de la réelle concurrence, c'est le fait d'Apple. Lorsque Apple a menacé du retrait d'Uber de l'App Store, lorsqu'il a été révélé que Uber exploitait les données des utilisateurs, notamment pour identifier les plus fragiles qui n'avaient plus de batterie à 2h du matin, avaient besoin à tout prix d'un Uber pour mettre un prix dynamique particulièrement élevé, eh bien, cela a eu un impact. Lorsque Apple a menacé Facebook de retirer l'appli Facebook de l'Apple Store après la révélation de l'utilisation de Facebook pour du trafic d'êtres humains au Moyen-Orient, Apple a obtenu de Facebook ce qu'aucun pouvoir politique n'a jamais obtenu et n'obtiendra jamais, la modification immédiate de l'application pour que ce soit désormais impossible. Donc, responsabiliser les acteurs, c'est, je crois aussi, responsabiliser les fabricants de matériel informatique, notamment de smartphones. Oui, alors réguler Facebook par Apple, bon. Wow. Merci David. Alors, c'est super intéressant, hein, mais je voudrais vous laisser la parole peut-être pour des questions, parce que je pense que vous en avez plein. Oui, alors, monsieur. Oui, simplement, merci beaucoup pour
Ouais, parce que comme on enregistre en même temps, c'est... Bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage. Dans cette manipulation de masse des citoyens, notamment dans les régimes démocratiques, qui sont à l'échelle mondiale minoritaires, qu'est-ce qui va finalement différencier, si on est capable d'orienter un schéma de pensée, un système de vote, et faire quelque part disparaître ou laisser penser que le libre arbitre existe toujours, mais peut-être qu'il devient illusoire? Qu'est-ce qui va différencier nos régimes démocratiques des régimes autocratiques aujourd'hui? C'est une excellente question. Je crois que si on applique le regard de l'historien, ce qui nous différencie de ces régimes, c'est que nous n'avons pas préservé une souveraineté numérique. La Russie a su préserver une souveraineté numérique tellement forte, vous le savez sans doute, que l'infrastructure matérielle des réseaux russes est à ce point resserrée qu'elle passe par un seul bâtiment à Moscou. Tout le trafic Internet passe par un seul bâtiment à Moscou. Ce que font les troupes d'occupation russes en Ukraine, aussitôt qu'ils prennent contrôle d'une ville, c'est rerouter le trafic vers Moscou. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Poutine. De même que la préoccupation chinoise de préserver sa sphère d'information des influences étrangères ne date pas d'hier. Et donc, à mes yeux, la grande différence, elle est là. C'est que tandis que les régimes autoritaires se préservent de l'influence étrangère, nous ne nous préservons pas assez de l'influence de ces agents étrangers, de ces agents d'influence dans notre sphère. Vous savez, il y a des mesures toutes simples à prendre. Vous considérez par exemple Facebook. Sans Facebook, on ne parlerait pas de la Russie. Parce que la Russie n'aurait pas pu agir sur les élections en 2016, ni au Royaume-Uni, ni aux États-Unis, et n'aurait pas pu projeter cette image de puissance à travers cette dissuasion du faible au fort qui est permise par l'arme cyber. Nous devrions appliquer les mêmes principes que certains de ces régimes appliquent, c'est-à-dire considérer que nous avons, nous, démocratie libérale, une sphère informationnelle, considérée aussi bien à l'échelle des infrastructures qu'à l'échelle des protocoles, qu'à l'échelle des langages, qu'à l'échelle du contenu, et que nous devrions garantir, d'une certaine manière, que nous soyons, je ne dirais pas une bulle, mais que nous soyons à l'abri d'opérations de déstabilisation de nos sociétés. L'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple de cette manifestation à Houston. Nous sommes en mai 2016. Un agent du GRU en Russie était devant son desk et il a, avec des sock puppets, créé deux faux groupes. Un groupe raciste, un groupe antiraciste. Il a, grâce à des publicités Facebook, recruté des racistes dans le groupe raciste, des antiracistes dans le groupe antiraciste, puis créé un événement de manifestation raciste devant une mosquée, puis une contre-manifestation antiraciste pour protéger la même mosquée, et tout ça a failli dégénérer si les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues. Ça lui a coûté quelques centaines de dollars. À un moment donné, il faudrait considérer la possibilité de réguler la capacité qu'ont certains utilisateurs à générer des publicités de ce type. Limiter la viralité des contenus. Vous savez, 69% du trafic climato-sceptique sur Facebook est généré par 12 opérateurs. Le numéro 1, c'est Steve Bannon et Breitbart. La mesure à prendre est simple. Vous limitez l'audience générée par la publicité. Le seul problème, c'est que, bien évidemment, ça restreint les bénéfices pour Facebook. Mais à un moment donné, il y a un certain nombre de choix à faire. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays dans lequel une majorité de Français considère qu'une élection est faussée? Je vous rappelle qu'un sondage récent indique que près d'un Français sur 7 est convaincu que l'élection présidentielle est truquée. Et tout ça, c'est invisible, hein, c'est pas dans les médias, c'est pas dans le monde, ça se passe sur les réseaux. Voilà, je crois qu'il y a des mesures à prendre. Merci. Alors, je crois qu'il y a une autre question ici. Franck. Oui, ne te couperai pas la parole. Merci beaucoup pour la présentation qui est très très intéressante. Je voudrais, moi, juste poser une question qui touche plus à la sémantique. On a entendu beaucoup le mot influence, le mot persuasion, le mot manipulation. Est-ce que vous pouvez préciser votre vision
des différences entre ces trois notions-là, parce que bon, il y a des connotations positives, d'autres beaucoup moins positives, et où, à votre avis, se situe la frontière entre les notions? Alors, la persuasion consiste à conduire quelqu'un à agir de la façon dont on souhaite qu'il se conduise, mais non pas par la contrainte, mais en le conduisant de lui-même à adopter le comportement voulu. J'ai constaté, comme vous sans doute, messieurs, que les urinoirs de l'aéroport de Nice comportaient des mouches. C'est un nudge qui vise à nous persuader, mais en l'occurrence à notre insu, de ne pas générer trop de nettoyage. Et de ne pas inonder partout. De pas, et voilà, c'est dit plus clairement. Et donc, c'est de la persuasion. Mais ça marche. Ça marche. Et c'est en même temps de la manipulation, parce qu'on ne vous dit pas que c'est le but de cette mouche. Il n'y a pas un panneau qui vous dit cette mouche est là, messieurs, pour vous aider à uriner correctement. Quant à l'influence, c'est un terme beaucoup plus vague que j'emploie exagérément et que je ne devrais pas, dans la mesure où l'influence peut se résumer tout simplement à la prise en compte d'un certain nombre d'arguments, sans que cela n'influe sur le comportement. Ce à quoi je m'attache pour ma part dans mes travaux, c'est plutôt à étudier les conduites des conduites, c'est-à-dire ces outils qui permettent de façon pratiquement certaine d'obtenir une conduite voulue. Vous savez, Shoshana Zuboff, dans son livre « Le capitalisme de surveillance », explique que la nouveauté de ce capitalisme de surveillance, c'est précisément la création d'un nouveau marché, qui est un marché des comportements futurs. Ce que vend un réseau social à ses publicitaires, c'est pas du temps de cerveau disponible, comme TF1, mais c'est la promesse d'un comportement accompli par telle ou telle proportion des utilisateurs qui ont été touchés par une publicité. C'est un bouleversement complet, c'est quelque chose que nous n'avons jamais connu, et je crois que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, parce que on est en l'occurrence confronté un peu à la loi de Gabor. On se dit que tout ce qui est techniquement faisable doit être réalisé. Les ingénieurs de Facebook ne sont pas mal intentionnés, à la différence sans doute de leur patron, mais ils réalisent parfois que certaines de leurs innovations peuvent avoir des effets délétères. L'inventeur du bouton « j'aime » a exprimé publiquement des regrets, et ils sont très nombreux à avoir exprimé ce type de regrets, parce que le code, parfois, peut bouleverser nos sociétés, affaiblir nos démocraties. Pardon, je suis très long dans ma réponse. Il y a une question ici par Cyril. On va prendre encore une question. C'est ici. Ici. Je suis petite, mais je suis ici. Cyril. Merci monsieur pour l'éclairage que vous avez apporté. Vous avez souvent cité Facebook. Alors moi je ne suis pas sur Facebook, je suis peut-être trop vieux, mais qu'en est-il de LinkedIn par exemple, qui est plus une connotation professionnelle? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il faut qu'on soit prudent? Est-ce qu'on l'utilise plus? C'est une question extrêmement intéressante, parce que moi j'avais un a priori favorable. Je suis sur LinkedIn, j'aime beaucoup LinkedIn, et j'ai lu très récemment deux études qui tendaient à accréditer l'idée que la désinformation et les théories du complot se diffusaient assez largement sur LinkedIn. J'avoue que j'en suis là, j'ai lu ces deux articles, il me faudra en lire d'autres pour acquérir une conviction. Bon, bah, on va surveiller ça de près, alors oui. On va tous aller regarder nos amis sur LinkedIn. Et se méfier de TikTok aussi, bien évidemment. Ah, on n'est pas filmé sur TikTok, Axel? Non, on passe pas sur TikTok? Non, c'est bon. D'accord. Merci David, merci pour cette échange passionnant. Merci à vous. Je vous rappelle que donc David reste avec nous pour le dîner, donc il ne faudra pas hésiter à lui poser des questions, et je vous dis encore une fois, lisez son livre. Alors, on va continuer.